Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval. Des années de journalisme et de communication m'ont appris combien prendre la parole ou la plume pouvait être anxiogène pour nombre d'entre nous. Je vous aide aujourd'hui à oser vous affirmer, porter haut et fort votre projet, votre entreprise, vos convictions. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'échanges et de retours d'expérience pour vous lancer, vous êtes au bon endroit. Et vous allez voir, ou plutôt entendre d'ailleurs, comme cela peut être simple. Allez, c'est parti! Mon invité du jour a lancé il y a quelques semaines sur LinkedIn la proposition et le challenge suivant. Voulez-vous m'inviter dans votre podcast, please? Objectif, 30 podcasts avant la sortie de Podcast Magazine numéro 3. Nota bene, il en est le directeur de la publication. J'ai osé y répondre et je suis très fière que lui ait accepté de participer à un podcast de la taille du mien dans un pays aussi petit que le Luxembourg, alors que lui vit en France et est connecté à des gens partout ailleurs dans le monde. Donc, j'étais assez honorée et dans un premier temps, je me disais que la discussion tournerait probablement autour de l'intérêt du podcast dans le cadre de la prise de parole. Et finalement, en ayant un premier échange informel pour justement discuter de l'angle que nous allions choisir, je me suis aperçue qu'il avait un parcours vraiment intéressant et particulièrement riche, atypique. Et puis surtout, que ça reflétait une chose qui me tient à cœur de vous partager, c'est que d'où qu'on vienne, quelles que soient nos difficultés, ce qu'on a d'ailleurs déjà évoqué plus ou moins dans l'un ou l'autre podcast précédent, eh bien, on peut, à un moment donné, se défaire de ses craintes, de ses angoisses pour prendre la parole. Et c'est un peu beaucoup le cas de Philippe Chapeau, qui a fait ses premières armes en matière de prise de parole sur un terrain de tennis et au sommet d'un mirador. Bon, il va vous raconter, c'est juste fabuleux. Suivons le parcours de quelqu'un qui se dit au départ même pas introverti, mais carrément timide, pour finalement être aujourd'hui spécialiste de médias audio, donc de podcast. Jeux, set et match, Philippe est devenu un orateur hors pair. La preuve en audio. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Claire. Tout d'abord, merci de participer à Éclat de voix. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Eh bien, moi aussi, on va essayer de partager ces éclats de voix ensemble. Génial. Quand on a échangé tous les deux, ton parcours m'a vraiment, vraiment interpellée parce qu'il n'est pas linéaire, comme souvent, mais il est particulièrement intéressant dans le cadre d'éclats de voix. Alors, je voudrais que tu nous en parles un petit peu et surtout de nous donner tes étapes clés, ce qui t'a permis en fait de t'affranchir d'une personne que tu qualifiais toi-même de timide pour, à un moment donné, finir par te sentir franchement à l'aise pour t'exprimer et parler peut-être en public. Alors, en fait, la voix a été bien entendu, comme beaucoup, mais moi, particulièrement un outil que j'ai travaillé, que j'ai utilisé au début, pas forcément. Et je vais te raconter un peu, comment est-ce que, j'ai fait pour faire évoluer ma voix et cette timidité. Parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un de très timide pour différentes raisons. Je suis parti de chez moi assez tôt et puis je suis allé faire un sport études tennis puisque mon premier métier, c'était dans le sport, dans le tennis. Et en fait, c'est là où j'ai fait, mes premières expériences de voix puisque j'ai dû, commencer, à être éducateur, de tennis, assez tôt, vers 15-16 ans, où je m'occupais de gamins, dans les écoles de tennis et puis après je suis parti donc en sport-études parce que, ma mère, voulait que je bouge et que je reste pas, on est à Brive-la-Gaillarde, donc que je reste pas à Brive-la-Gaillarde parce que c'est une petite ville et puis elle avait envie que je voyage. Donc en fait, je suis parti au Cap d'Agde. Alors c'était pas très désagréable, mais c'est vrai que, j'ai changé d'école, donc j'étais en première, d'abord à Narbonne et puis ensuite j'ai fait 7, ma terminale et donc j'ai changé, donc je connaissais pas grand monde, pas et puis j'étais très très renfermé sur moi-même. J'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de choses et je parlais très peu. J'écoutais beaucoup, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, hein. Je conseille à tout le monde d'écouter avant de parler parce que sinon on dit beaucoup de bêtises et donc quand j'étais sur le terrain, j'ai eu la chance de faire mon 1er cours adulte. J'étais souvent avec des gamins
Et les gamins, on travaille un peu d'une manière différente parce que les gamins, il faut être copain et flic. J'avais pas de notion de comment il fallait parler. Je savais qu'il fallait qu'ils m'entendent. Donc, je faisais pas attention à la manière dont l'air passait dans mes cordes vocales. Et c'est vrai que c'était voilà, j'y pensais pas, je réfléchissais pas à ça. Et puis, quand j'étais au Cap d'Agde, chez Pierre Barthès, donc, qui était un ancien joueur de tennis, surtout de double, hein, qui faisait partie des meilleurs Français, qui avait un énorme camp au Cap d'Agde de plus de 50 terrains. Enfin, c'était un truc énorme. Et donc, j'ai vécu là-bas 3 ans. Et là, on m'a donné une technique quand j'étais sur le cours pour les adultes, parce que les adultes ont aussi besoin d'entendre, qui était, imagine que tu parles à quelqu'un qui est en dehors du cours, derrière le grillage de l'autre côté. Et c'est là que j'ai commencé à visualiser, en fait, la première fois, ce qu'il fallait que je fasse avec ma voix pour qu'elle porte. Et donc, c'était pas moi, ça venait pas de moi, ça venait de l'image que je devais me faire en imaginant que ma voix porte de l'autre côté du grillage. Et ça a changé beaucoup la donne parce que j'avais l'impression de moins forcer sur les cordes vocales et le côté imagé me permettait de pouvoir très facilement arriver à atteindre mon objectif. Et c'est là où, en fait, inconsciemment, je libérais les cordes vocales, je libérais l'air qui passait en fait par mon ventre et ensuite qui traversait les cordes vocales. Et ça m'a permis de pouvoir arriver à toucher sans gueuler. Parce que après, j'ai bougé pas mal. J'ai été détaché donc, avec Pierre Barthès à l'étranger en tant que prof de tennis dans les clubs Jet Tour Eldorado. Et donc là, en fait, ma timidité a commencé à partir encore plus parce que quand on est dans des clubs comme ça, détachés, prof de tennis détaché à l'étranger, en fait, on fait un peu comme au Club Med. C'est-à-dire que la journée, on fait ses cours de tennis. Et puis, en plus, au début, j'étais au Sénégal. Je travaillais au Sénégal pendant pratiquement un an. Et donc, ce qui était assez impressionnant, c'est que le matin, à partir de. Alors, très tôt, on était sur les cours parce qu'il faisait très, très chaud. Il fait toujours très, très chaud au Sénégal, à Dakar. Et vers 10 heures, on arrêtait et on reprenait vers 16 heures. Et le reste du temps, on préparait, enfin, je voyais les autres animateurs qui préparaient les cafés-théâtres du soir. Et c'est là où j'ai eu ma première expérience un peu de scène. Et c'était assez facile parce que quand tu es prof de tennis dans un club, genre Club Med et Eldorado, et que tout le monde te connaît. Donc, en fait, il n'y a pas du tout le même rapport à la timidité. Et j'ai fait tous les cafés-théâtres, les spectacles. On faisait les inconnus le soir, on jouait Cats, la comédie musicale. Enfin, voilà, j'ai fait des trucs assez exceptionnels. Ça m'a aidé beaucoup justement à vaincre un peu cette timidité. Alors, c'était un peu facile au club, dans ces clubs-là, mais ça m'a donné ma première confiance en moi, sachant que dès qu'on me sortait de l'univers du tennis ou des clubs, ben, je retrouvais ma timidité comme en 40. Hein. Donc, ça n'avait pas changé l'intérieur, c'était simplement le fait d'être dans un lieu très spécial qui faisait que j'étais un peu différent. Et puis, quand je suis rentré donc d'Afrique, je suis parti aux États-Unis, donc chez Bollettieri Tennis Academy, l'académie à Tampa en Floride pendant plus d'un an. Et là, j'ai travaillé ma voix d'une autre manière parce que j'étais ce qu'on appelle driller. Donc, driller, c'est pendant 5 heures, on prend un caddie de balles et on envoie des balles. On dit rien, on n'a pas le droit de parler. On envoie des balles, c'est tout. C'était très militaire, donc il avait mis ça entre 4 cours. Et il y avait un mec en haut qui criait: allez, bougez vos fesses, allez, allez-y, allez, c'est parti, allez. Mais il criait vraiment, quoi. Et donc, j'ai fait ça pendant après 3-4 mois. Et là, Donc, toi, tu étais en haut et tu criais, c'est ça? ouais. Après avoir D'accord. été driller, en fait, on faisait ça parce que ça coûtait très cher l'entraînement là-bas. Et donc, pour ne pas avoir à payer, on pouvait donner de son temps. C'est-à-dire donner pendant 5 heures, j'envoyais des balles et on était logé, nourri, blanchi. Et en plus, on s'entraînait l'après-midi. Le matin, on envoyait des balles et l'après-midi, on avait des entraînements gratuits. Donc, en fait, je suis resté là-bas en tant que driller. Et ensuite, pour monter un peu en grade, il fallait monter sur cette espèce de mirador là. Et il fallait crier. Et dès qu'il y avait un jeune qui ne bougeait pas les jambes, eh ben, on lui disait qu'il fallait qu'il bouge, sinon il sortait du terrain. Et là, en fait, il y avait un travail qui était d'essayer de ne pas se casser la voix. Parce que quand tu es en l'air comme ça, en plus, ta voix, elle ne porte pas, parce que la voix, elle monte, en fait, elle ne descend pas. Donc, il fallait vraiment, et en plus, c'était en 360, tu étais sur les 4 terrains, il fallait tourner, enfin, c'était un truc avec la Cagna, en plus, en Floride.
Donc, il fallait arriver à boire beaucoup. Et il y avait un mec là-bas qui était là depuis des années et qui s'appelait Red, parce qu'il avait les cheveux rouges. C'était un des gros associés de Nick Bollettieri, qui lui avait la voix complètement cassée. Parce qu'il avait tellement crié, il avait tellement pas fait attention justement à travailler ça. Et donc, cette visualisation est revenue quand j'étais en Floride. Et à partir de là, j'ai réussi en fait à ne pas me casser la voix depuis cette espèce de vigie qui était imposée. Et donc, ça a été une deuxième manière dont je me rappelle, qui m'a permis de pouvoir vraiment travailler ma voix. Et puis après, l'enseignement du tennis, j'ai continué en fait en essayant de maîtriser cette voix et puis d'avoir cette visualisation de ce flux qui va traverser, qui va même au-delà du point que tu veux atteindre. Parce que c'est ça qui était important en fait, c'est être capable de parler en atteignant le point et en allant même au-delà et en le traversant. Bonne technique à donner aux auditeurs, merci. Ouais, Ça exactement. commence bien, c'est d'office un super conseil. Alors, c'est drôle quand même ton expérience, parce que tu es sur un terrain de tennis qui devient ton terrain de jeu pour la voix. C'est juste exceptionnel. C'était assez magique. Et puis, et j'y pensais pas plus que ça, parce qu'en fait, ces techniques, elles m'étaient données par Pierre Barthès, qui avait une méthodologie sur le tennis assez fantastique. Quand on faisait, alors dans le tennis, dans le jargon, on appelle ça un allègement. Avant que l'adversaire frappe la balle, on doit alléger le poids du corps pour pouvoir partir plus vite. Et lui, il appelait ça le cheval. Et il y avait comme ça des termes. Et donc, et ça m'est resté aussi ce côté voix. Là, c'était plus quand on était enseignant, parce que Pierre Barthès formait des joueurs, mais il formait aussi les enseignants. Et donc ça a été assez magique. Et puis après, ce que je me rappelle, c'est que je suis rentré ensuite en France j'avais l'âge de 20 ans, peut-être quelque chose comme ça. J'ai enseigné 3 ans à Tournefeuille, et puis après, j'ai passé mon brevet d'État à Limoges. Et quand j'étais à Limoges, là, j'ai eu une autre expérience assez unique qui m'a complètement changé, cette fois au niveau du corps et donc de la voix aussi, parce que ça va ensemble. C'est que j'ai eu la chance, complètement par hasard, ne me demande pas comment, je suis tombé là-dedans. Je préparais mon brevet d'État tous les matins, donc il fallait donner des cours dans des clubs à Limoges. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, bah, tiens, est-ce que tu n'as pas envie de faire du théâtre? Et moi, étant donné que j'avais un peu d'expérience dans les clubs Eldorado, j'ai dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé voir quelqu'un, je suis allé dans un lieu. Et puis, je me suis retrouvé à rentrer au conservatoire d'art dramatique le soir, tous les soirs et le samedi. Et donc, le matin, je donnais des cours et je passais mon BE. Et le soir, j'allais au conservatoire d'art dramatique à Limoges, dans un petit théâtre. Et c'était assez magique parce que là, j'ai découvert le corps. Et l'autre partie hyper importante dans l'aisance et dans la confiance en soi, c'est le corps. Parce que le corps, je savais pas comment on pouvait le maîtriser. Et le fait d'avoir fait du théâtre, d'être, entre guillemets, nu devant les autres et d'avoir une bonne raison à chaque fois qu'on bouge ou qu'on fait un mouvement, et sinon de ne pas en faire, a fait en sorte que j'ai pu contrôler le corps et contrôler encore mieux la voix. Parce que quand le corps ne bouge pas, on a une facilité beaucoup plus importante à contrôler la respiration, la voix, le calme. Et souvent, on bouge sans forcément beaucoup de raisons. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment tellement aidé dans ma vie, parce que j'avais une impression que tout le monde me regardait dans la rue. J'avais une impression, parce que j'étais prof de tennis, parce que j'avais été dans tous les clubs, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et en fait, ça a disparu une fois que j'ai fait du théâtre et que j'ai pu. Parce que et après, ce que je conseille, c'est aussi de faire plutôt de l'improvisation, parce que c'est pas du théâtre classique à la Molière. C'est vraiment, même si ça en fait partie, mais c'est de faire des impros, de faire des échauffements de théâtre aussi, où on va faire semblant d'être un ver de terre, d'être un lézard. Enfin, on se libère, on relibère notre corps comme on était gamin. Oui, c'est ça, on retrouve le plaisir simplement On, d'échanger, d'être on soi-même. retrouve l'immédiateté, c'est ça en fait. Tu C'est ça. travailles cette immédiateté. Et cette immédiateté-là m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des gens, où j'avais plus l'impression que les gens me regardaient. J'avais l'impression d'être quelqu'un de simple. Et puis si mon corps ne faisait pas comme il fallait, bah, c'était pas grave.
Alors qu'avant, on te dit qu'il faut te brosser les dents comme ça, on dit qu'il faut te tenir comme ça, on dit qu'il faut faire ça, on dit qu'il faut faire ci. Et en fait, tu deviens un conditionné de ce qu'il faut faire. Et Et moi, ça me bloquait aussi au niveau de ma timidité, au niveau de mon corps, parce qu'en plus, je suis assez grand. Je fais 1,92 m, donc c'était assez gênant. Donc, ça a vraiment tout changé hein, pour moi, cette année-là, dans ma manière d'être, de penser, de me voir, mais aussi de simplement, quand je suis en public, tenir mon corps. Donc ça, c'était un coup très, très important. Et puis après, je suis parti en Suède sur un coup de tête et le théâtre me manquait tellement que j'ai créé une troupe là-bas. Je deviens donc coach de juniors d'élite parce qu'il y avait le capitaine de la Coupe Davis là-bas qui m'a donné une chance de pouvoir suivre ces jeunes joueurs d'élite. Et puis, je me suis dit que j'avais besoin de travailler ma voix un peu autrement et donc je me suis mis à prendre des cours de chant. Et c'est là où j'ai perfectionné la technique de la respiration. donc ça, c'est tous les volets, je dirais, un peu techniques, physiques que tu décris, la façon dont on peut poser sa voix. Ton expérience, on en avait parlé un petit peu avant en préparant cet épisode, de vie en Suède, où finalement tu t'exprimais en suédois et en anglais. Cette expérience, ça m'intéresse aussi que tu nous en parles parce que on sait très bien que s'exprimer dans une langue étrangère, effectivement, dans un premier temps, et surtout venant de certains pays du monde, dont la France, ça peut faire peur. Mais en même temps, on sait aussi, parce que des travaux scientifiques l'ont démontré, que on réfléchit, on prend des décisions différemment dans une autre langue que dans la nôtre. Il y a un impact émotionnel qui est bien moindre quand on parle dans une autre langue que sa langue maternelle. Donc, ce retour-là aussi d'expérience m'intéresse parce que nous, au Luxembourg, on dispose de 3 langues, le français, le luxembourgeois et l'allemand, qui sont 3 langues officielles. Les élèves sont scolarisés dans 4 langues, puisqu'on ajoute l'anglais au niveau du lycée. Mais finalement, cette façon de jongler linguistiquement, ça devient quand même monnaie de plus en plus courante dans le monde. Donc, toi, est-ce que le fait de t'exprimer aussi dans une autre langue, ça t'a permis de prendre aussi confiance dans cette capacité d'échanger avec quelqu'un d'autre? Oui, alors je dirais oui, bien sûr, ça fait partie intégrante et même ça a rajouté encore plus de confiance dans ma vie. D'une part, parce que l'anglais a toujours été une deuxième langue un peu majeure pour moi. J'avais une petite amie espagnole, Marisol, qui m'écrivait en espagnol et moi en français. Donc déjà, la langue pour moi, c'était quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer ma vie sans parler une autre langue, voyager et c'est ce que j'ai eu la chance de faire jusque dans les années 2000 et ça, jusqu'à la Suède et ensuite, c'est une autre période de ma vie qui démarre. Mais la période suédoise, je pense, elle a été en 2 parties. D'abord la période anglaise pendant 3 ans, et ensuite la période suédoise et tu vas voir que c'est lié avec, ce que je disais un peu plus haut. C'est que, en fait, ce qui est étrange, c'est ce qui m'a fait parler, suédois, c'est l'espagnol. Effectivement, le lien, on ne le fait pas d'office, raconte. Alors, on ne le fait pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est étant donné que j'étais, en Suède, donc j'étais prof de tennis et pendant cette période-là, le théâtre me manquait, donc j'ai créé une troupe de théâtre en Suède et cette troupe de théâtre, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en scène une pièce de théâtre, il y a 40 reprises dans un théâtre, magnifique théâtre dans une petite ville de 100 000 habitants et c'était assez magique. Et donc en fait, après cette pièce de théâtre, j'ai, monté un projet qui s'appelait Les Routes de la Soie, où là, en Suède, il y avait des Chiliens. Beaucoup de Chiliens et c'était monté avec le pôle emploi, de là-bas. C'est-à-dire que quand tu es à Pôle emploi, tu as le droit de faire des projets culturels, tu es payé pour faire des projets culturels et donc il y avait des Chiliens. Les Chiliens parlaient suédois et espagnol, mais pas anglais et les Suédois parlaient anglais et suédois, mais pas espagnol. Et donc la seule langue commune pour m'adresser à eux, c'était le suédois. Alors ça faisait déjà 3 ans que j'étais en Suède et ça a été le déclencheur pour moi pour, parler le suédois parce que dans les 3 premières années, j'avais vraiment essayé d'écouter. À chaque fois qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas, je l'écrivais, je le traduisais dans ma tête pour savoir ce que ça voulait dire, mais je n'avais jamais osé parler. Et là, ça a été le déclencheur et à partir de là, le suédois est devenu, ma langue quasi natale pendant 3 ans.
Et ça a été assez magique et je pense que oui, quand je suis arrivé en Suède et que je me suis présenté, comme français, déjà quand tu arrives français dans un pays étranger, c'est une grande chance d'être français parce qu'il y a beaucoup de pays, qui aiment bien les Français et c'est vrai que la Suède adore les Français. En plus, quand j'ai dit que je faisais du théâtre, alors là, ils avaient tous l'impression que j'étais Molière et ça m'a ouvert des portes et ça m'a aussi permis d'être quelqu'un d'autre, en fait. Je pense que jamais j'aurais osé, monter une pièce de théâtre en France parce que tu vois, syndrome de l'imposteur. Tu as pas du tout, du tout, du tout ce syndrome de l'imposteur quand tu es là-bas. Et donc, j'ai dirigé une pièce de théâtre avec, il y avait 50 acteurs, il y avait une troupe de 25 gamins et 25 adultes pendant plus d'un an à préparer les contes de Noël de Charles Dickens en suédois dans le texte. Et ça m'a énormément aidé parce que 45 représentations en suédois. Moi, je donnais mes cours en anglais, mais eux parlaient le suédois et donc ça m'a énormément aidé en termes de vocabulaire. Puis c'est vrai que j'étais complètement désinhibé, c'est-à-dire que j'avais pas du tout d'impression d'être pas celui que j'étais. Je pouvais être aussi libre que quand j'étais sur scène en train de faire des impros, mais là dans la vie réelle. Et ça, la langue pour moi a été assez magique parce que si j'avais pas parlé anglais, j'aurais pas pu faire ça dans un autre pays. Et derrière, si j'avais pas eu fait cette pièce de théâtre, j'aurais pas parlé le suédois. Et le suédois, pour moi, aujourd'hui, c'est une langue que j'adore, que je parle moins parce que j'ai moins l'occasion, même si ça m'arrive quand même dans mon métier de parler le suédois avec des entreprises suédoises. Et ils me regardent avec des yeux en me disant, mais tu parles suédois, mais comment tu fais pour les... J'ai jamais appris, mais donc moi, jongler avec les langues, c'est vraiment, vraiment un plaisir profond. Et en effet, ta manière d'être quand tu parles une autre langue n'est pas du tout celle que tu as quand c'est ta langue natale. Moi, j'ai beaucoup plus confiance en effet, quand je suis à parler et à vivre dans un autre pays que quand j'en suis en France parce que bah, tu as aussi ce syndrome où tout le monde autour de toi parle la même langue, donc tu n'es pas différent des autres. Enfin, je pense que c'est la différence qui fait que tu te sens un peu pas supérieur, mais tu te sens un peu voilà, plus libre de faire ce que tu veux parce que tu n'as pas tes égaux autour de toi. Donc oui, ça a été vraiment une période de ma vie qui m'a aussi aidé à pouvoir, même si on reste timide à vie, hein, mais à pouvoir m'exprimer en public et être devant des publics complètement différents, hein, puisque ça pouvait être devant un parterre dans un théâtre, ça pouvait être dans des représentations pour le tennis devant des assemblées importantes. Et ensuite, après, peu importe la langue face à laquelle tu es, quand tu as travaillé ton corps, ta voix et que tu arrives à avoir des exercices de trac aussi, parce que j'avais pas mal de trac quand je me mettais devant des gens. Et là, c'est la respiration qui m'a permis de pouvoir contrôler tout ça. C'est-à-dire que dès que j'ai trop le trac, je me fais 3 respirations très, très profondes sans que ça se voit. Et il faut en garder un peu de trac, mais ça permet d'enlever tout le trac quand tu sens que ça vient et que ça dépasse un peu la moyenne qu'il faut simplement avoir pour que ça se passe bien. Oui, que ça risque de te paralyser en réalité. Ça peut être très, très, très handicapant. Tu racontais aussi, et ça c'est intéressant, tu viens de le dire, qu'on reste timide. Alors bon, c'est peut-être aussi une étiquette malgré tout, parce que vu tout ce que tu as vécu, ce que tu nous racontes, on peut imaginer que tu as dépassé cette timidité, même si en toi il y a toujours peut-être cette crainte. Tu racontais que revenu en France, justement, tu te sentais mal à l'aise de reprendre le téléphone pour faire des démarches dans le cadre professionnel. Alors, est-ce que ce que toi t'en conclus, c'est que finalement, l'aisance, elle n'est jamais vraiment acquise? Et est-ce que ça veut dire que pour toi, c'est plus une question de volonté, d'opportunité, ou bien est-ce qu'il faut des prérequis pour aller vers cette aisance? Non, je pense que tout le monde est capable de faire ce travail et c'est un travail par contre, c'est-à-dire que ça demande de l'entraînement, ça demande des moments où on se plante aussi, hein, et où ça se passe pas comme on l'imaginait. Mais pour revenir donc au début de ta question sur mon retour en France, et ça fait 13 ans que je vadrouille dans tous les pays à faire du tennis et du théâtre, ce qui est assez atypique en fait dans différentes langues. Et je rentre en France où je parle français peut-être 1 ou 2 fois par an depuis 7-8 ans et où j'arrive et ça a été très dur en fait, après toutes ces années parce que j'ai dû, enfin c'est pas que j'ai dû, c'est que mon père me dit: «Est-ce que tu veux bosser avec moi?» Voilà, je travaille dans les médias et je dis: «Écoute, ouais, pourquoi pas?» Et donc on a commencé à travailler ensemble et là, il fallait appeler, il fallait prendre le téléphone, vendre de la pub, et là, impossible de trouver mes mots, les termes, le vocabulaire, c'est vraiment, en fait,
je rêvais en suédois et sur les 3 dernières années, je parlais quasiment plus anglais. Donc, étant donné que j'ai une fâcheuse tendance, moi, à être vraiment dans l'immédiateté, c'est ce que j'ai gardé du théâtre et à être 100% quand je fais les choses. C'est vrai que le retour en France, il y avait un espèce de mélange entre un changement radical de secteur d'activité, parce que j'étais plus dans le tennis, de pays, j'étais plus dans cette liberté où le français et je reviens dans mon pays d'origine, je reviens dans la maison de mes parents où je travaille pendant 3 ans pour démarrer ma société en 2000. Donc en fait, j'ai pris un peu ça comme une espèce de marche en arrière qui, d'un seul coup, remet les pendules à l'heure, en fait, en se disant, bon, mais voilà, tu avais bien confiance, tu as fait des trucs incroyables, tu as été coach des plus grands joueurs de tennis, tu as fait une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, j'ai un regret, c'est que mes parents n'aient pas vu ça. Parce que ils bossaient tous les deux. Et puis, moi, je leur disais, ouais, on fait une pièce de théâtre. Et c'est vrai que voilà, t'es fier quand tu fais ce genre de choses, qu'ils aient vu que je coachais des grands joueurs, que j'étais directeur des entraînements du club, du plus grand club de tennis en Suède. Un Français qui fait ça, c'était assez atypique. Et c'est vrai que je regrette que mes parents ne soient pas venus pour voir ça. Et ils en entendaient parler, mais c'est pas pareil. Donc en fait, ça m'a un peu remis en retrait de tout ça en me disant, ben voilà, maintenant, tu n'es plus rien. Tu as fait plein de choses peut-être, mais ici en France, tu n'as rien fait. Donc Donc, il tu a repars fallu de zéro. Tu repars de zéro. Il m'a fallu 2 ou 3 ans, je pense, pour commencer à être à l'aise. D'abord dans cet univers que je connaissais pas, qui est l'univers des médias. Donc, si j'avais bossé dans le secteur du tennis ou dans le secteur du théâtre, je pense que j'aurais pas eu de problème particulier à vite retrouver. Alors, le français aurait peut-être été un peu compliqué, mais enfin, on a quand même des bases, quoi. Je suis quand même français d'origine. Donc, mais être au téléphone pour vendre, c'est vraiment un autre métier. Et tu dois avoir une empathie, tu dois avoir. Enfin, c'est un truc, moi, que je ne connaissais pas du tout. Et mon père excellait là-dedans. Donc, en fait, c'était encore plus difficile parce que c'était mon père, d'une part, et que lui était très bon au téléphone et il connaissait tout le monde. Donc, j'avais un petit sentiment d'infériorité et de respect paternel aussi qui me bloquait. Et puis, au bout de 4 5 ans, ça y est, le flambeau était passé. Les techniques du passé, c'est-à-dire la respiration pour le trac, maintien du corps, et puis traverser avec ma voix pour que les gens m'entendent quand je parlais en public, parce que j'ai commencé à organiser le salon de la radio et puis à développer des activités, à parler en public de plus en plus. Et là, voilà, c'est vite revenu en fait. Les techniques que j'avais rassemblées en fait au fur et à mesure de ma vie rentraient bien dans les cases maintenant et je me sentais assez à l'aise. Oui, et puis des techniques que tu as expérimentées finalement à chaque fois, à chaque étape, que tu as remises sur l'ouvrage, comme on dit, que tu as réutilisé. Tu t'es rendu compte à chaque fois que c'était un vrai soutien et une vraie aide de pouvoir respirer, d'avoir pris ces cours de théâtre qui vont tout à coup, boum, te permettre de retrouver cette confiance qui est peut-être un peu émaillée par la situation qui a changé. Mais finalement, tous ces challenges, tu les as relevés. Oui, mais je suis pas allé les chercher, tu vois. C'est-à-dire Oui. que en fait, ils sont venus à moi. Je me suis pas dit, il faut à part le chant. C'est le seul truc où j'avais envie de parfaire un peu le côté corde vocale. Je suis pas un grand chanteur, mais c'était vraiment pour ressentir vraiment ce qui se passait et d'avoir quelqu'un qui pouvait m'expliquer. Mais à part ça, je suis jamais allé le chercher. En fait, c'est venu à moi. Et j'ai essayé en fait de me dire en quoi est-ce que ça peut m'aider ou en quoi ça m'a aidé et pourquoi est-ce que ça m'a aidé. Et ensuite d'essayer de le répéter en me disant bah, tiens, oui, tiens, si je refais ça, si je refais la respiration, tiens, si je tiens mon corps et si j'arrête de mettre mes mains dans les poches et que je laisse mes bras tomber le long du corps, comment je suis. Et d'un seul coup, tout se remet en place et après, tu reprends cette confiance en toi. Alors là, merci. Je te remercie un milliard de fois de confirmer ce que je dis toujours aux gens que j'aide, que la répétition, l'entraînement, c'est la clé. Que c'est pas parce qu'on va nous le dire une fois et qu'on va se dire, OK, je sais, il faut que je respire. Ça reste dans la tête. Mais c'est l'expérimenter et le répéter qui va faire la Ouais, puis différence faut se planter aussi un peu, quoi. aussi. Il y a des moments où tu transpires, tu n'y arrives pas, et puis parce que soit tu as oublié, soit c'est pas le bon moment. Donc, faut pas. Un peu de honte est vite passé. Et il faut passer aussi par ces petits moments de honte. C'est comme ça aussi qu'on se dit, tiens, je vais essayer de pas le refaire, de pas ressentir ce moment où ça a un peu dérapé. L'expérience qui forge. Ouais, exactement. Ouais.
Alors, franchement, tu as un parcours extraordinaire de personne timide à aujourd'hui, on peut dire quand même que tu es spécialiste de cette fameuse communication audio, sacré parcours, puisque tu es directeur des publications pour Podcast Magazine, pour La Lettre Pro, tu es fondateur du Paris Radio Show, c'est ça? Oui, De la Podcast et Radio House. Alors, évidemment, la question que j'ai envie de te poser, c'est, mais quelle oreille portes-tu sur l'expression orale? j'ai longtemps pensé que la voix était une onde sonore comme la radio. Je travaille dans le milieu de la radio depuis plus de 20 ans et édition HF, c'est édition, c'est pas haute fréquence, c'est haut de forme parce que je m'appelle Chapeau. Ah, Euh, excellent, ouais, c'est venu de là, ouais, je cherchais un nom et excellent. puis Je me demandais maintenant. haute Merci. forme, ça fait chapeau, donc Génial. c'est marrant. Donc je pensais que la voix, c'était tu sais, une sinusoïde. Et après, j'ai même appris par la suite que la radio, en fait, les ondes, c'est de la lumière. Là, on va peut-être pas rentrer dans le débat technique parce que pour comprendre que ce qu'on entend sur les ondes, c'est de la lumière, c'est un peu difficile. Mais en fait, c'est une vibration, la voix. Et pour moi, quand j'ai découvert ça, c'est-à-dire que c'est des cordes vocales, on a un émetteur qui est les cordes vocales et on a un récepteur qui est l'oreille. Et cette magie de la vibration, en fait, c'est qu'elle porte en elle un nombre de nuances assez infinies qui font que selon la personne à qui on s'adresse, ça peut revêtir toutes sortes de parfums, en fait. Et je pense faut quand même distinguer l'expression orale qui est faite à distance, c'est-à-dire au téléphone ou l'audio en ligne, avec la présence, parce que c'est Clairement. une vibration. Et donc, cette vibration, quand tu es présent avec la personne, ça change tout. Elle n'aura jamais la même puissance parce que tu n'as pas cette alchimie qui passe. Moi, ce que j'ai tendance à dire qu'il y a une sous-porteuse de la vibration, c'est l'alchimie. C'est-à-dire que sous ta voix, tu as aussi ce que tu portes en toi et qui fait que la personne qui est en face de toi va ressentir une alchimie ou non. Elle peut ressentir aussi un dégoût ou une crainte. Donc la voix fait tout et cette sous-porteuse de la vibration de la bouche à l'oreille ne passe pas par un codeur ou un décodeur qui va être en ordinateur, qui va être, qui, selon moi, après, chacun, on peut aussi avoir des moments magiques, hein, mais elle supprime l'alchimie qu'on peut ressentir avec la présence de la personne. Je pense qu'au téléphone, par exemple, les silences sont assez compliqués. Ils provoquent souvent en fait des interrogations ou des questionnements, là où en présence, quand tu as des silences, bah, ils habillent. Et c'est ce que j'aime aussi dans le podcast. Quand on travaille dans un podcast, les silences, ils peuvent avoir des effets assez puissants quand ils sont bien positionnés, ce qui n'est pas possible en radio. Parce qu'en radio, quand tu fais plus de 2 secondes de silence, tu as une alerte et l'émetteur arrête la radio. C'est pour ça que ça parle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est là où le podcast et où l'expression orale, pour moi, c'est surtout de savoir faire parler les silences. Waouh, belle formule. Mais en tout cas, ça, justement, tu as répondu déjà un peu à la question que j'avais ensuite prévu de te poser, qui était justement quelles sont les particularités du podcast pour toi dans cet univers qu'est l'audio et en quoi, enfin moi, je trouve que c'est un super outil pour oser se lancer, pour justement porter sa voix, ses idées, ou à l'inverse d'ailleurs, quand on a envie d'y participer dans le cadre, comme on le fait là, d'un échange avec quelqu'un d'autre, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à d'autres médias audio qui existent déjà? Bah, en fait, les médias audio, il y en a pas non plus pléthore. Et puis, comme disait Manu Payet quand j'ai interviewé dans le podcast magazine numéro 2, c'est pour faire une radio à l'époque, c'était impossible, quoi, pour faire sa propre radio. En fait, on a démarré dans les années 2000 avec le web, ce qu'on appelait le web, où on consultait. Le web 2, d'un seul coup, on a pu publier des contenus écrits. Et le Web3 maintenant, où on devient son propre média monétisable par les NFT. Enfin, on peut faire des trucs assez fantastiques. Et le podcast représente ce qu'ont pu vivre les acteurs des radios locales, par exemple, avant la libération des ondes de 1981. C'est une incroyable opportunité pour lancer des programmes avec une liberté de ton. Et même si ça risque de changer dans le futur, puisque l'ARCOM est en train de mettre la main sur la partie podcast également. Et c'est quelque part bien, hein, puisque ça permet de contrôler aussi les bêtises qui sont dites et les extrémistes. Donc ça permet quand même de lancer des programmes avec une liberté de ton, de sujet, avec des folies aussi. Et je trouve qu'on est encore trop classique dans le podcast. Il n'y a pas assez de folie comme il y avait dans les années 80, même si on ne peut plus être un des proches aujourd'hui en podcast. On n'a plus le droit. C'est dommage. C'est interdit, mais c'est Ouais. comme ça.
Il faut vivre avec. Il faut peut-être être plus fin encore et aller dans une autre folie, une autre sorte de folie. Et se lancer dans le podcast, en fait, c'est assez simple. C'est peu onéreux. Ça n'implique pas l'image. On démarre sans vraiment savoir faire. On finit 5 ou 7 ans plus tard, si on a la chance, à remplir l'Olympia en 48 heures comme Clémentine Gallet, parce qu'il faut quand même le dire. Elle a démarré, elle ne savait pas faire. Elle a pris un micro comme tout le monde. Et puis maintenant, c'est une one-woman show. Elle est pas one d'ailleurs. C'est une woman show qui fait des scènes partout en France et qui continue à faire un podcast sur le postpartum. C'est quand même assez incroyable. Donc, on peut tout faire avec un podcast. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on est quand même entouré d'audio dans nos vies. Ce qui était pas gagné parce que aujourd'hui, on parle à nos voitures, on parle à nos téléphones, on parle à notre salon. Donc, Oui. l'audio a un impact encore plus important maintenant, en fait. Je pense que YouTube et TikTok et les vidéos qu'on a sur Instagram débordent de contenus qui se ressemblent. Je pense qu'on a atteint un plafond de verre et l'audio reprend ses lettres de noblesse. Et ça, c'est quelque chose d'assez fantastique parce que ça nous accompagne. Et ce qui est moins le cas quand on a un écran et de la vidéo où là, on est plus dans un sentiment de légume que dans un sentiment d'être accompagné. Oui, on est plus consommateur plutôt que consomme-acteur, puisque l'audio, ça nous permet aussi de nous engager ou de faire des choses autrement, en fait. Oui, et puis on est concerné, on se sent Oui, concerné. c'est En vrai. fait, c'est le grand questionnement, c'est est-ce qu'on est concerné par ce qu'on regarde? C'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on est concerné par ce qu'on écoute? En général, oui, sauf si c'est de la musique de fond. Mais essayer d'écouter un podcast sans vraiment l'entendre, ou l'entendre sans vraiment l'écouter, plutôt, c'est compliqué. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, parce que au final, ça veut dire que c'est pas un contenu qui vous intéresse. Si le contenu vous intéresse, l'oreille va véritablement se sentir concernée. Et c'est ça, en fait, qui est la magie du podcast, c'est qu'en général, quand on écoute un podcast, on se sent concerné. Et donc, ça a un impact qui n'a rien à voir avec tout autre contenu qui passe par les yeux. C'est vrai. Alors, tu l'as déjà fait involontairement ou volontairement, je ne sais pas, mais l'idée pour moi d'éclat de voix, c'est vraiment que les auditeurs puissent repartir avec aussi un conseil pratico-pratique qui est tout de suite actionnable pour eux. Qu'est-ce que toi, tu suggérerais à celui ou à celle qui se sent mal à l'aise en public, qui se sent gauche aussi parfois avec simplement sa voix, donc ça va le freiner ou la freiner, ou bien dans sa façon de s'exprimer, alors qu'en réalité, non, mais la personne le vit comme ça. Bah, c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit pendant cet entretien. Faire du théâtre, faire des impros, écouter son corps, lâcher prise, avec comme objectif le contrôle du corps et des bras. Les bras sont super importants dans la manière de parler. Alors, c'est vrai que si on est voix off, il va falloir qu'on rentre dans le personnage et qu'on utilise les bras. Mais si on est face à un public, au contraire, il faut essayer de contrôler le plus les bras pour qu'ils bougent le moins possible parce qu'en fait, bouger les bras, c'est occuper l'espace. Et ce qui doit occuper l'espace, c'est la voix, c'est pas le corps. Ça, c'est la première des choses, je pense. Donc, le théâtre est une super solution, mais il faut que ça soit des impros, hein. C'est toujours beaucoup plus facile parce que on travaille cette immédiateté et que quand on est face à un public, on a cette immédiateté. Ensuite, prendre éventuellement des cours de chant pour la technique de respiration. C'est pas gagné, hein, de savoir, de sentir comment l'air circule entre le ventre et les cordes vocales. Et c'est vraiment un truc qui met un peu de temps. Donc, soit avec un spécialiste qui sait travailler la respiration et penser à cet air qui traverse les cordes vocales sans les contracter. Et ça, c'est pas facile de contrôler les muscles. Et puis, la dernière chose, c'est parler dans un micro comme vous parleriez à un ami à qui vous vous confiez, tout en pensant, en fait, avec cet imaginaire, votre voix, la capsule du micro qui est devant moi ici. Il faut bien mettre la capsule devant votre bouche. Il y a beaucoup de personnes qui parlent loin de la capsule du micro. Ayez l'image de la fumée qui sort de votre bouche quand il fait froid et la fumée traverse la capsule. Est-ce que la fumée traverse cette capsule? Quand vous parlez dans une salle, est-ce que votre fumée traverse le mur qui est au fond de la salle? Et la personne derrière la porte arrive à pas entendre parce qu'il faudrait crier, mais arrive à savoir qu'il y a quelqu'un qui parle à l'intérieur. Et là, ça changera tout dans votre manière. Donc, pour résumer, droit dans votre corps en faisant que des gestes uniquement impératifs, en laissant l'air circuler dans votre ventre, à vos lèvres, puis
après, laissez la fumée de votre voix traverser les personnes à qui vous vous adressez comme s'ils étaient vos amis de toujours. Bon, bah, les amis, il n'y a plus qu'à tester, essayer, lancer. Merci mille fois, Philippe, pour cet échange vraiment très intéressant, riche de ton expérience et puis aussi de ce que tu proposes aux auditeurs comme action à mettre en place. Merci beaucoup et je suis très honorée vraiment de t'avoir reçu sur le podcast Éclat de voix. Mais merci à toi, Anne-Claire, et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. J'espère que, comme moi, vous avez aimé cet entretien. Aimé suivre le parcours de Philippe comme celui d'un héros de roman. Il m'a transporté dans ma fin d'adolescence en évoquant Barthès et le tennis suédois. Ça m'a aussi rappelé combien je me sentais à l'époque manche et peu à l'aise à l'oral. Vous savez, cette impression d'être sans cesse jugé, je suis certaine que ça vous dit bien quelque chose. Alors, pour avoir plus d'inspiration pour vos futures prises de parole, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, dont je vous glisse le lien dans les notes. Restons en contact et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite de l'éloquence, des débats fertiles et beaucoup de plaisir à vous exprimer. Kenavo, comme disent nos amis bretons.